Caroline Galacteros, Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Bonjour Irina. Merci d'être là pour le dialogue franco-russe. Alain, ancien directeur du renseignement au sein de la DGSE, chef d'entreprise, vous animez Open Box TV avec beaucoup de succès. Caroline, également animatrice de la chaîne Paix et Guerre, mais on vous connaît en tant que présidente de Géopragma au dialogue franco-russe depuis des années. Le nouveau cycle de déstabilisation dans le contexte de tensions, on dirait, c'est même pas que les tensions, c'est la vraie guerre, donc entre Israël et l'Iran, nous rappelle la fragilité du monde multipolaire qui n'est peut-être pas vraiment formé. On pouvait s'attendre à ce que les États-Unis soutiennent leur allié traditionnel, mais l'embrasement est là et le vrai danger est là, devant nos yeux depuis ce week-end. Il y a plusieurs questions. Peut-être l'une des questions qui nous intéresse au dialogue franco-russe serait comment réagirait dans les conditions actuelles la Russie, sachant qu'en janvier 2025, la Russie et l'Iran ont signé l'accord de partenariat stratégique pour 20 ans. Aujourd'hui, apparemment, en ce moment, peut-être même, puisque nous, on filme le 23 juin, le ministre des Affaires étrangères iranien doit rencontrer Vladimir Poutine. Comment voyez-vous les différentes configurations dans cette confrontation? Alain? Je crois qu'il y a plusieurs choses, si vous voulez. Je crois qu'il faut parce que il y a un ensemble, mais vous avez raison. Je crois que personne ne souhaite que ce conflit plutôt israélo-iranien ne dégénère. C'est-à-dire que personne n'a envie que ça devienne un conflit plus vaste. Même les États-Unis, parce que moi je m'étais frappé quand il y a l'attaque contre les sites nucléaires, ils ont tout de suite dit après, on ne fait pas la guerre à l'Iran, on veut la paix, ce qui était très hypocrite, parce que quand vous mettez des bombes chez quelqu'un, c'est difficile de dire qu'on ne fait pas la guerre, mais pour bien montrer qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le processus de guerre. Alors pourquoi ? Je suis même convaincu, moi, qu'au départ, Trump s'est fait forcer la main par Netanyahou. C'est-à-dire que Trump négociait avec les Iraniens une négociation très difficile. Mais elle avançait. C'est indiscutable. Les Iraniens ont mal joué dans la négociation. À un moment, ils ont demandé trop aux Américains. Du coup, les Américains ont dit on n'est pas d'accord, et il y a eu un blocage. Netanyahou, informé du blocage, a lancé tout de suite la guerre en Iran en disant « Je profite que les Américains ne négocient plus avec les Iraniens pour attaquer. Et avec ça, je vais entraîner les États-Unis dans la guerre. » Je crois que c'est ça, il faut bien voir. Netanyahou a profité de l'occasion pour faire quelque chose. Les Américains savaient qu'ils voulaient faire la guerre, mais ne pensaient pas qu'ils allaient démarrer ce jour-là. Ça, c'est clair. Et maintenant, le problème, c'est comment ça va continuer. Parce que, soyons clairs, dans cette guerre, Israël ne peut pas gagner. Impossible. Il peut écraser tout ce qu'il voudra, il ne peut pas gagner. Et les Iraniens non plus ne peuvent pas gagner. Donc on est dans un système, on est dans une impasse, et il va falloir trouver une solution. Donc là, je pense que les Européens, qui n'ont aucune influence là-dedans et qui sont à côté, mais quand les Européens disent la seule solution, c'est une solution négociée, oui. Mais on ne pourra pas faire une solution négociée avec Netanyahou, parce que Netanyahou sait que dès qu'il fait la paix, il part en prison, dans son pays. Parce que c'est une fuite en avant, Netanyahou, depuis le début, une fuite en avant. Donc on sait que Netanyahou, lui, il n'a aucun intérêt. Bon, les Iraniens, c'est clair que Khamenei, actuellement, il veut essayer de tenir, mais il va se passer des choses. Vu l'état du pays, il va se passer des choses. Et je crois que c'est ça. Il va y avoir une négociation, probablement au moment où Khamenei va se trouver, pour une raison ou pour une autre, ayant perdu une partie de son pouvoir. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est l'armée ou est-ce que c'est les Pasdaran qui vont remplacer Khamenei et qui vont faire la négociation? Mais de toute manière, ça ne sera pas une démocratie occidentale, c'est sûr. Voilà ce que je peux dire en bref. Mais c'est une opinion personnelle, analyse personnelle. Je me garderai bien de dire que j'ai raison. Je dis c'est mon analyse personnelle. Alors, moi aussi, bien sûr, c'est très difficile. On en est quand même réduit à beaucoup de conjectures.
l'opportunisme israélien, effectivement, d'avoir joué le bon moment pour lancer des attaques. Oui, ceci dit, les attaques ont été lancées aussi avec l'aval américain, malgré tout. Les préparatifs étaient clairs aussi. On en est quand même à des nouvelles frappes américaines, c'est-à-dire les États-Unis ne s'arrêtent pas. Là, pour l'instant, les opérations continuent. Alors, est-ce que les premières n'ont pas donné, est-ce que le coup de semonce qui n'a pas provoqué ce que croyaient les Américains, moi ça m'étonne toujours qu'ils croient des choses pareilles, mais enfin, c'est-à-dire que l'Iran allait se coucher et allait dire, ouh là là, surtout je m'arrête, on revient à la négociation. Donc, est-ce que c'était juste un petit coup de semonce et que comme les Iraniens n'ont pas réagi comme Washington le souhaitait, ils en remettent une couche, puis 2 couches, puis 3 couches, puis le nombre de couches qu'il va falloir. Je ne sais pas. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même que sur un plan géopolitique plus large, et c'est là que la question de la Russie est très importante à mon avis, c'est qu'on voit bien que c'est un espèce de... Enfin, moi, j'interprète ça, ce que viennent de faire les États-Unis, non seulement c'est le clou, s'il en fallait encore, hein, dans le cercueil du droit international, de la légalité internationale, tout ça n'est vraiment plus de saison, et c'est très grave, premièrement. Et deuxièmement, c'est une manière pour les États-Unis, finalement, d'essayer de jouer un peu une sorte de va-tout, d'une certaine manière, et d'essayer de reprendre la main sur un système international et sur cette fameuse multipolarité qui, certes, se met en place depuis des années doucement, etc., et pas de façon facile, mais qui, en tout cas, pour eux, est non pas une offense, mais est un enjeu et quelque chose qui les gêne. Donc, c'est une manière, j'allais dire, pour l'Empire, on va dire ça comme ça, d'essayer de reprendre la main et de profiter, finalement, de ce qui se passe au Moyen-Orient et de l'activisme et du jusqu'au-boutisme israélien pour dire, bon, bah allez, on va essayer de faire tomber l'Iran après la Syrie, hop, on va essayer de faire tomber l'Iran et de reprendre la main et de montrer que la multipolarité, le couple russo-chinois, tout ça, bon. Alors, surtout que Trump, qui est quand même... qui a à la fois toutes les qualités et tous les défauts de la Terre, est en échec sur le front européen et sur le front ukrainien, en tout cas avec la Russie. Bon, sur l'Ukraine, on voit bien que tout ce qu'il avait dit, la paix en 24 heures, puis la paix en quelques mois, puis je vais négocier, etc., tout ça c'est une impasse. On pouvait penser que sur le dossier iranien, les négociations qui se tenaient à Oman pourraient lui permettre d'arriver à quelque chose. Alors certains disent, mais il n'a jamais voulu négocier de bonne foi ni sur l'un ni sur l'autre dossier. Bon, moi je pense qu'il a sans doute voulu quelque chose en Ukraine. Je pense aussi qu'il est rattrapé par le Deep State, il est rattrapé à la culotte par le Deep State, hein, clairement, et de plus en plus contrôlé. Donc maintenant il fait quand même un peu ce qu'on lui dit et un peu moins ce qu'il avait peut-être en tête au tout début. Et surtout, il voit bien que la Russie ne peut pas non plus réagir. Ne pas réagir. Et ne pas réagir. Après, il y a tous les aspects économiques. Parce que, enfin bon, c'est très compliqué, mais la Russie doit réagir. Si elle ne réagit pas, je parle pas militairement, mais si elle ne réagit pas d'une façon ou d'une autre, j'allais dire que c'est une grande partie de la crédibilité aussi du discours russe sur le thème nous sommes capables de dire non, nous sommes capables d'imposer un autre ordre international, nous résistons, voilà, qui va être remise en cause. Après, il y a la question économique. C'est quand même que si demain l'Iran bloquait Hormuz, ça ne fera pas de mal aux Russes, les prix vont s'envoler. Le prix du pétrole et du gaz vont s'envoler. Ça ne fera pas de mal aux Américains, qui sont exportateurs. Ça va faire du mal aux Chinois. Ça va évidemment nous faire du mal. Enfin, nous, de toute façon, on est dans les limbes diplomatiques depuis tellement longtemps. Donc là, il y a des déclarations présidentielles que moi, je trouve plutôt bonnes, mais qui, évidemment, tombent dans un espèce de vide, parce que l'Europe n'est nulle part, diplomatiquement, dans cette affaire.
voilà, elle suit tout en sans suivre. Bon, elle se divise. Donc, je pense que là, oui, effectivement, ce qui doit peut-être se discuter en ce moment entre Moscou et, enfin, à Moscou, entre Vladimir Poutine et Araghchi, donc le ministre iranien des Affaires étrangères, va être très important. Mais pour la Russie, c'est un moment, à mon avis, critique. C'est un moment critique. Je ne parle pas d'entrer en guerre aux côtés de l'Iran. Le traité qui a été signé ne le prévoit pas de toute façon. Donc c'est un traité d'aide, c'est un traité de partenariat, c'est un traité y compris de l'aide militaire, mais pas du soutien militaire direct, à supposer que Moscou puisse le faire, ce qui serait une folie douce. Voilà. Là, il y a plusieurs, en même temps, plusieurs questions que vous soulevez. Donc, la question économique, certes, parce qu'il y a 20% d'hydrocarbures en fait, du monde qui transite dans cette zone, qui part enchaîner une grande crise économique, même si, surtout pour la Chine et pour l'Europe. Certes, il faut y penser. Et là, on va revenir à Trump et à la réaction russe. Je ne lis pas souvent M. Medvedev, mais là, ça m'a intéressé. Je regardais son compte X, où évidemment, il n'était pas doux comme d'habitude, dans sa manière ouverte. Il a beaucoup critiqué Trump. Il a dit quand même des choses intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces bombardements? Tout d'abord, le peuple iranien sera encore plus soudé autour du pouvoir, c'est de ne pas connaître le peuple iranien. C'est premièrement. Deuxièmement, est-ce que ce n'était pas un acte de communication? Parce que, in fine, pas beaucoup de choses ont été vraiment détruites. Oui, mais ça continue. Ouais. Et Israël refrappe. Hein. Oui, ça c'est autre chose. Je veux dire, c'est parti là. Hein. C'est quand même, pour l'instant, on va, je l'espère, arriver à une négociation. Mais pour l'instant, on est encore dans une phase où Israël, se sentant maintenant complètement appuyé, quand même militairement, multiplie les frappes. Là, il y a encore 1 heure ou 2 là. Oui, enfin, il faut être prudent aussi parce que n'oubliez pas quand même que le dôme de fer israélien, les missiles de défense coûtent très cher et ils n'en ont pas tant que ça, et qu'on est en train d'arriver à la fin du stock. C'est-à-dire quand il y a la fin du stock, il n'y a plus de dôme de fer. Et on voit que de l'autre côté, les Iraniens n'envoient plus qu'un petit nombre de missiles. Hein, par contre, ils les font monter en niveau, hein, mais un petit nombre de missiles, ce qui consomme les réserves du dôme de fer, et quand il n'y en aura plus, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je crois que la guerre n'est pas finie. Les Israéliens, effectivement, essaient de détruire les sites de missiles, parce que la vraie réponse pour le moment des Iraniens, ce sont les missiles sur Israël. Et ce qui me frappe, moi, si vous voulez, là on a vraiment, du côté israélien, il y a une censure de guerre, c'est net en guerre, hein, qui fait qu'on ne parle jamais des cibles qui ont été touchées. Parce que, par exemple, moi, on me dit, j'ai vu, hein, mais je ne sais pas si c'est vrai, parce que comme on n'a pas les informations, mais sur des chaînes indiennes, indonésiennes, sur les chaînes qui sont plutôt asiatiques, on nous a dit que la villa de M. Netanyahou n'existait plus, que le 8200 à Beersheba, vous savez, le centre cyber, où il y a tous les grands champions du cyber israélien, il avait été très abîmé par des tirs. Haïfa, le port, il avait été réellement, les installations portuaires avaient été très touchées. Donc, si vous voulez, et je ne parle pas des aéroports militaires, hein, ou les bases militaires, il paraît qu'il y en a été bien touchées. Donc, on ne sait pas tout ça, parce qu'aujourd'hui, personne n'en parle, on ne le montre pas. Hein, c'est d'ailleurs étonnant, hein, la censure qu'il y a au niveau européen et au niveau occidental pour ne pas parler de ce qu'il y a réellement en Israël. Il n'y a pas uniquement quelques immeubles civils qui sont touchés. Hein. Donc ça, c'est un problème, c'est qu'il y a effectivement en Israël aujourd'hui des bombardements. Et une des questions, quoi qu'on en dise, vous disiez très justement, ou c'est pas, bon, Medvedev disait, attention, le peuple iranien, c'est un peuple qui est très nationaliste. Donc, même dans ces cas-là, ils ont plutôt tendance à souder qu'à s'opposer. Mais de l'autre côté aussi, du côté israélien, à force de prendre des bombes, est-ce que Netanyahou va continuer à être aussi populaire qu'il l'est? Parce qu'ils ont cru, quand ça a commencé, que ça allait se régler en 3 jours. Plus ça dure, plus ça va devenir difficile au niveau israélien pour Netanyahou de tenir,
exactement la même chose qu'aujourd'hui pour Gaza, où, entre parenthèses, vous avez vu qu'il y avait tellement de populations qui étaient contre dans la population israélienne, en trouvant que ça dépassait les bornes, qu'il a été amené à faire la guerre contre l'Iran. Parce que c'est ça l'histoire, hein, c'est parce Oui, que il y a ça ne une passait diversion. plus. L'histoire de l'Iran, c'est un problème de politique interne de Netanyahou. Il était de plus en plus en but à l'opposition des uns et des autres à cause de l'affaire de Gaza, parce que tout le monde se rend compte que ça détruit l'image d'Israël dans le monde. Et du coup, il dit, je fais la guerre de l'autre côté. Alors, je crois il faut bien voir tout ça, si vous voulez. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi je pense que, alors, les Américains, bon, ils ont donné un coup de main, ça c'est sûr, mais je crois qu'ils ont hésité. Pourquoi ils ont hésité? C'est parce que les militaires américains, je ne parle pas je suis d'accord, alors du Deep State et tout, qui Oui, essaient non, de mais le reprendre pied de Pentagone est partout. beaucoup moins Le fanat. Pentagone, pourquoi il n'était pas fanat? C'est parce qu'ils savaient que ces fameuses bombes, elles ont des limites. À Natanz, vous avez, je crois que c'est 40 mètres hein, ou 30 mètres, enfin bon, de terre, et puis vous avez 12 mètres de béton. D'après ce qu'on m'a dit, moi, il y a 12 mètres de béton. Bon, là, effectivement, la bombe qui peut pénétrer jusqu'à 60 mètres et exploser, celle-là, la grande bombe américaine, ça peut marcher. Et d'ailleurs, il semble bien qu'à Natanz, ils aient fait un carton. Mais à Fordo, où c'est beaucoup plus profond, c'est pas la même chose. Et les militaires le savaient très bien. Quand on tire une bombe, elle ne peut pas atteindre, elle va pas si loin que ça. Elle a des limites de profondeur, si vous voulez. Donc la seule chose qui va se passer avec l'explosion, c'est que ça crée une forme de petit tremblement de terre pour tout ce qui est autour. Comme l'explosion d'une bombe, si vous êtes à 30 mètres ou 40 mètres, ben les glaces cassent et autres. Mais les meubles n'est pas forcément détruits. Donc, et il le savait très bien. Donc l'histoire du bombardement, c'est un choc, pour créer un choc évidemment, mais Trump, il pensait indiscutablement que, bon, poussé par le Deep State et par les Israéliens, bien entendu, que ça amènerait les autres à négociation, puis on s'aperçoit que pas du tout. Les autres, ils disent, mais non, la guerre continue. Et c'est ça. Donc, si vous voulez, ça. Et alors, bien sûr, il y a tout le reste, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je crois que la seule solution, c'est une solution négociée. Alors, si on revient aux Russes, puisque vous parliez le problème de Poutine, je n'aimerais pas être à sa place, parce que c'est bien compliqué. Hein. Par contre, il y a une chose, peut-être vous choquer en vous disant ça, mais on l'a dit tout à l'heure, enfin, du moins Caroline disait tout à l'heure, c'est vrai que l'affaire de l'Iran, c'est une négation du droit international, mais totale. Les Occidentaux, une fois de plus, se sont assis sur le droit international. Alors ça, c'est pas bien. Mais moi, il y a une chose qui m'intéresse là-dedans. C'est quand la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est exactement, si on regarde, la même chose que quand Israël a attaqué l'Iran. C'est-à-dire que si vous voulez, en comparaison, aujourd'hui, pas avant, alors on peut discuter sur c'est pas vrai, c'est vrai, mais vous verrez qu'au niveau mondial, ce que les gens vont retenir, c'est que les Occidentaux laissent faire sur l'Iran ce qu'ils n'ont pas accepté de faire sur l'Ukraine. Et là, c'est une opportunité pour Poutine de tirer parti de ça en disant, vous voyez, hein, ils me tirent dessus, mais regardez ce qu'ils font. Donc ça, de ce côté-là, c'est pas mauvais. Par contre, c'est vrai que c'est quand même gênant de voir un allié, en l'occurrence l'Iran, qui se fait quand même sérieusement malmené, je dirais, sur le plan du Moyen-Orient. Ça, c'est pas très Un bon. allié de long terme, Voilà. au sein de BRICS très important, Ouais. avec des désaccords Mais incroyables. je pense que, alors, pour terminer, je m'excuse, je suis un peu long, mais pour terminer, je crois que le vrai problème, c'est pas la Russie. Celui qui va avoir le plus de problèmes, c'est la Chine. Parce que la Chine a besoin du pétrole iranien. La Chine a des accords, vous savez, de troc très importants avec l'Iran. Et donc, la Chine ne va pas apprécier du tout cette destruction de l'Iran, si vous voulez, qui est faite. Ils ont réagi. Bah, elle va l'acheter aux Russes, le pétrole. Hein? Elle va l'acheter aux Russes, le Oui. pétrole. Non, mais elle va l'acheter aux Russes, bien entendu, et ça permettra à tout le monde de se retrouver. Eh oui. Non, ça, je suis d'accord. Hein. Mais je pense que les Chinois, dans cette affaire-là, je pense que on parle toujours des discussions, négociations entre Poutine et Trump. Je pense qu'il va y avoir aussi des discussions entre Xi Jinping et Trump. Oui, oui, ah ben, ça, Sur ce, en certainement. disant maintenant, attention, ça suffit. Et puis, il y a la question des terres rares et des minéraux rares Oui. qu'ont les Russes et qu'ont les Chinois et que n'ont pas les Américains, malgré tout.
Donc là, il y a aussi des éléments peut-être de discussion, de compromis, d'échange de bons procédés. Voilà. Après, vous avez, Irina, parlé effectivement des BRICS et de l'Iran et du... Ça, c'est très important. Parce que derrière ce qui se passe là, c'est-à-dire le sort de l'Iran en jeu, même la relation Iran-Russie, etc., ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette offensive américaine, c'est aussi, et cette offensive israélienne aussi pour le compte des États-Unis d'une certaine manière, ça remet en cause, ou en tout cas ça fragilise, tout le processus d'intégration eurasiatique qui, là, d'un point de vue géopolitique large, est fondamental. C'est toute la bascule du monde là qui vacille un peu, ne serait-ce qu'en matière de corridor de transport, parce qu'il y avait ce fameux corridor, moi c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, le corridor Russie-Inde via l'Iran, oui. Celui-là, bon, qui est déjà en train d'être mis en place. Et il y en a d'autres, puisqu'en fait, toute l'intégration, toute la connectivité qui est en train de se mettre en place à l'échelle du continent eurasiatique, dont nous excluons nous-mêmes avec une intelligence qui ne lasse pas vraiment de provoquer notre admiration, enfin la mienne du moins, eh bien, tout ce processus est aussi sans doute remettre en cause tout ce processus, c'est aussi probablement pour certains stratèges américains, pas pour Donald Trump peut-être, mais pour un certain nombre de gens qui réfléchissent et qui peuvent dire ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine ou voilà ce qu'on a à gagner, voilà ce qu'on a à perdre, ça peut être intéressant au plan géopolitique, c'est-à-dire pour réaffirmer, réinstaller, réimposer d'une certaine façon une dynamique unipolaire qui est clairement mise en échec depuis des années, eh bien là, c'est remettre un grand coup dans la fourmilière, reprendre le contrôle du Moyen-Orient. Ça a une certaine logique aussi stratégique, ce qui se passe. Voilà, au-delà du bellicisme israélien structurel, au-delà de je sais pas quoi, je parle même pas de la démocratie en Iran ou de toutes les fadaises qu'on nous sort comme objectif possible ou de la menace nucléaire de l'Iran, etc. Parce que il faut quand même pas oublier que tout ça, moi je repense toujours à mon premier cours en maîtrise, ça m'est resté, où on nous a expliqué qu'il y avait un équilibre stratégique au Moyen-Orient et que cet équilibre stratégique au Moyen-Orient, en fait c'était le monopole nucléaire d'Israël. C'est ça qu'on appelait l'équilibre. Bon, on peut comprendre que pour les autres, ce soit pas très équilibré. Bon, et que donc, à partir du moment, effectivement, où l'Iran devenait même un pays du seuil, et encore plus une puissance nucléaire, à un moment donné, j'allais dire, pas officielle, mais eh bien, il y aurait eu un véritable équilibre, c'est-à-dire il y aurait eu un véritable équilibre de la dissuasion. C'est ce que disent les Iraniens. Hein. Eh ben oui, mais c'est pour ça, c'est la sanctuarisation. C'est l'avantage de l'arme nucléaire d'une certaine manière. Et là, bon, là c'est minuit moins 2 et boum, on leur tombe dessus, effectivement, pour que ça n'arrive pas. Parce qu'une fois que ça arrive, eh bien l'Iran, qui est quand même le concurrent, à mon avis beaucoup plus que l'ennemi d'ailleurs d'Israël, reprend d'un seul coup une force considérable. Un poids considérable, on ne peut plus le toucher. Si Saddam Hussein avait eu l'arme nucléaire, il n'y aurait pas eu la guerre d'Irak. Hein. Voilà. Donc, il y a quand même toute cette logique de la dissuasion qu'on feint de totalement oublier en expliquant que le régime iranien est tellement dingue que s'ils avaient la bombe, ils s'en serviraient, alors que tout le monde sait très bien que qui va se servir de la bombe nucléaire face à une puissance nucléaire puisqu'il sait qu'il va être annihilé. C'est n'importe quoi. Le pays qui l'a utilisé pour l'instant, c'est que les voilà. États-Unis. Oui, voilà. On peut ajouter d'ailleurs, parce que ça, on n'en parle pas, parce la propagande, je dirais, a été bien faite. Alors on vous dit, ils allaient avoir la bombe dans les jours qui viennent, quoi. Hein. Ça fait 20 ans c'est un qu'on mensonge éhonté. D'abord, ça fait 20 ans qu'on nous raconte ça, que les Israéliens nous racontent ça. Mais il faut quand même regarder qu'il y a quelques semaines, Tulsi Gabbard, qui est quand même la patronne du renseignement américain, a dit il n'y a aucun risque avec l'Iran actuellement, ils n'en sont pas du tout à faire la bombe. Ouais.
Non en mais, mars. non, mais il faut quand même le savoir. La numéro un du renseignement américain a dit récemment, toutes nos informations confirment qu'il n'y a pas actuellement de risque qu'ils atteignent, qu'ils fassent la bombe et qu'ils l'atteignent. Donc il faut quand même se poser la question. Donc on est face à une manipulation incroyable de l'information, hein, pour faire croire que c'était pour demain matin et qui justifie un acte qui, sur le plan du droit international, est inacceptable. Alors, je ne suis pas en train d'excuser l'Iran en disant ça, hein. Je ne suis pas en train de dire que l'Iran, c'est un pays sympathique et autre, hein. Ça, c'est autre chose, hein. Mais ce que je suis en train de dire, simplement, c'est que sur le plan des faits, restons factuels, il y a quand même un vrai problème de fond. Et que, alors, bien sûr, vous avez l'Iran, c'est 80 millions de personnes, 80 millions en gros, 90, ouais. hein, et c'est une population qui est la plus éduquée de tout le Moyen-Orient. Donc évidemment, si on lève les sanctions de l'Iran, hein, automatiquement, ce pays devient la première puissance économique en quelques années. Bon, donc je comprends très bien que les Saoudiens, par exemple, ben, ils disent rien, ils regardent, ils approuvent pas quand même, hein, ils ont quand même dit c'est pas bien, hein. Mais ils font pas plus, hein. Ils font le service minimum parce qu'ils disent, dans le fond, c'était nos concurrents, on les élimine, c'est pas plus mal. Bon, mais vous savez, moi, vraiment, je pense que le problème pour, je serais israélien aujourd'hui. Mon problème, ce serait de me dire, je suis peut-être en train de gagner la guerre, à peu près en tout cas, ou de changer les choses en Iran. Je suis peut-être en train de gagner la guerre à Gaza et ailleurs. Mais je me fais tellement d'ennemis que le jour où les Américains ne me protégeront plus et ne seront plus capables d'envoyer des bombes pour mon compte quelque part, je risque d'être rayé de la carte par tous ceux qui m'en veulent. Et ça, ils devraient y penser parce que je pense qu'on y va. Et je vous le dis, et c'est triste, hein, ce que je vous dis là, parce que je ne suis pas du tout pour ça, hein, mais je pense qu'on est en train de rentrer dans un processus qui est mortifère. Alors ça, oui. Euh, vous avez tout à l'heure parlé de Donald Trump et vous vous souvenez, c'est le président quand même qui a remporté le vote populaire. Oui, Aux yeux de ses électeurs, comment ils se sentent? Ils se sentent pas trahis en ce moment, sachant que c'est quand même le président qui a vraiment promis de ne pas faire aucune guerre, même si officiellement ils disent qu'ils vont pas rentrer en guerre avec l'Iran, mais oui. quand même. Mais vous avez encore hier et aujourd'hui, vous avez des proches du président Trump qui ont protesté en disant que ce n'était pas conforme aux engagements qu'il avait pris lors de sa campagne. C'est parti, effectivement, aux États-Unis. Vous avez une bonne partie des républicains et des électeurs, hein, qui disent, eh, on a dit qu'on faisait la paix, on n'est pas là pour faire la guerre. Alors bien sûr, à côté de ça, vous avez l'État profond, et puis vous avez le lobby, hein, qui est à côté, qui pousse effectivement, hein, à aider les Israéliens dans cette guerre, en employant tous les arguments possibles. Mais moi, si vous voulez, moi, comme on l'a dit, quand les Français disent Israël a le droit de se défendre, ben, bien sûr, tout État a le droit de se défendre contre des agressions. Mais tant qu'on ne vous agresse pas, si vous voulez, faire des actions préventives en disant parce qu'il y a un risque dans quelque temps, j'agis maintenant, c'est extrêmement discutable, si vous voulez. Pour moi, c'est inacceptable. Parce que c'est une évidence. Mais vous savez, nous, on a inventé, les Occidentaux, on a inventé le droit d'ingérence. Parce que là, on est dans le droit d'ingérence. Je renverse un gouvernement ou un État étranger parce que je le trouve antipathique, parce qu'il ne traite pas une partie de sa population comme il devrait la traiter. C'est invraisemblable. C'est du colonialisme pur et dur. Et oui, c'est ce qu'on appelle le colonialisme. Et c'est du Eh bien, mensonge. ce qu'on a fait, nous, en droit d'ingérence humanitaire inventé par les Français, j'ai honte quand je dis ça, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le summum du colonialisme, c'est un Français qui a inventé ça. Mais c'est des Français qui ont inventé ça. Mais le droit d'ingérence, on vient d'en avoir une nouvelle démonstration avec Netanyahou, qui lui fait le droit d'ingérence militaire. L'autre pourrait me menacer, je l'écrase. Ben dis donc, si dans le monde entier, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui peut vous gêner, vous essayez de régler son compte, alors c'est ce qu'on appelait dans les westerns, on appelle la loi à l'ouest du Pécos, vous savez, c'est chacun avec le Colt
au milieu de la rue à midi. Ouais. C'est pas les relations humaines, sociales, c'est pas les échanges mondiaux. On est sorti de tout ça. Donc, ce n'est pas acceptable. Et c'est également la question, cette fameuse question des valeurs occidentales et démocratie. Est-ce qu'on a Mais non, demandé mais au peuple, on s'assoit dessus, là. Attendez, qu'ils aient- là, on les est en changer, train d'aller à l'opposé de tout ce qu'on défend. Non, non, mais... Mais oui, on est pour la liberté, pour la démocratie, pour l'échange entre les peuples. Enfin bref, on a développé plein de choses. Et on fait exactement le contraire. De quel droit? Non, mais on est arrivé, oui, oui, à un niveau de cynisme et de sauvagerie total. Ah oui. Total, parce que, bon, moi personnellement, le discours sur la démocratie, les droits de l'homme et on va faire les guerres et les interventions pour aller aider des populations, j'attends qu'on me montre une population qui un jour bénéficiait d'une guerre qu'on aurait soi-disant lancée pour son bien-être démocratique. Je n'en connais pas. On est déjà, on a toujours été, c'était aussi d'ailleurs l'une des sources de discrédit et l'une des opportunités pour des puissances comme la Russie et même comme la Chine, quelle que soit la nature de son régime ou les critiques qu'on peut lui faire, mais tout le discours sur la multipolarité, le retour à l'égalité des États, le retour à la charte de l'ONU, à l'occidental à partir de l'Irak. À partir de septembre 2001, quoi, à partir de l'Irak. Et là, avec Trump, qui prenait une autre posture, c'est pour ça que moi j'ai été assez optimiste, je me disais, ça va peut-être, s'il est assez malin pour changer de mode d'action et arrêter de taper comme une brute avec des marteaux sur des souris et chercher à résoudre, à être un acteur de la résolution du conflit, ce qui ne veut pas dire oublier ses intérêts, ce qui veut pas dire, mais en tout cas tenir compte des autres pour une fois, eh bien c'est une manière de restaurer ce crédit occidental. Là, on est reparti dans l'autre sens, dans la sauvagerie pure, dans la loi de la jungle, dans l'opportunisme. Il ne faudra pas s'étonner si demain les Chinois décidaient de récupérer Taïwan en une semaine, hein, parce que là, on aura quand même, ça va être compliqué de leur expliquer que, si vous voulez, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Pourquoi les Chinois ne pourraient pas attaquer Taïwan, Voilà. puisqu'ils considèrent qu'il y a un danger avec Taïwan, puisque les Américains y sont et que les Américains sont capables d'y mettre des missiles plus tard? J'ai bien dit ça pour reprendre l'argumentation à l'actuelle. Donc, puisque les Américains, dans 20 ans, risquent de mettre des missiles sur Taïwan, j'envahis Taïwan tout de suite. Voilà. Eh ben, et on va dire quelque chose, non? C'est vrai, Non, mais c'est pour ça, c'est très grave, parce que c'est pas l'événement actuel qu'il faut regarder. C'est toutes les conséquences que ça a derrière pour les relations internationales. Ah, ben c'est... Et en définitive, oui, je C'est fais très d'accord, destructeur. on est en train de repartir dans la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et ça, c'est pas bon, parce que c'est pas comme ça qu'on peut arriver à régler le monde. D'autant plus quand vous avez des gens qui sont très forts, et pas un seul, mais plusieurs. Parce que les Américains sont forts, les Chinois sont forts, les Russes se défendent pas mal, et les Indiens sont en train d'arriver. Donc ça fait quand même 4 pays. Hein. Attention. On va revenir un petit peu au cœur du dialogue franco-russe. C'est hélas la guerre en Ukraine depuis plus de 3 ans. Volodymyr Zelensky se sent un petit peu inquiet en ce moment, puisqu'il voit très bien que la guerre entre Israël et Iran prend beaucoup d'espace, et on parle que de ça ces derniers temps. D'ailleurs, je sais, tu s'est trouvé un petit peu seul. Combien de temps encore? Parce qu'on voit que les États-Unis, quand même, se sentent délaissés. Ils veulent peut-être progressivement abandonner l'Ukraine, toujours en négociant avec les Russes, apparemment. Ça se passe depuis un certain temps. Impossible avant 4 heures, certes, mais peut-être avant 4 mois, on ne sait pas. Comment vous voyez maintenant? Est-ce que les États-Unis vont toujours donner et financer cette guerre? Bon, alors... Si vous voulez, d'abord, il y a une chose qui est sûre, c'est que la guerre au Moyen-Orient fait oublier à tout le monde l'Ukraine, et donc l'Ukraine devient un champ clos dans lequel se règlent les comptes les Ukrainiens et les Russes. Parce que plus personne n'en parle. Bon. Pour l'instant. Pour l'instant. Tant que l'autre guerre dure. Or, elle peut encore durer un peu. Hein, bon.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quand même à la réunion, il y a quand même eu un phénomène, un point très important, c'est qu'à la réunion au Canada du G7, Trump a refusé de parler à Zelensky, puis il est parti. Et qu'il y a eu, du coup, il n'y a pas eu les sanctions, ils n'ont pas pu discuter des sanctions, ils n'ont pas pu discuter du programme du futur, enfin bref, Trump a abandonné, effectivement, n'a pas voulu tenir compte, parler de la partie ukrainienne. Ça veut bien dire que lui, il veut faire la paix avec Poutine, ce que vous disiez, c'est clair. Et moi, je crois, alors que le problème de Trump sur l'Ukraine, c'est quand il disait en toute bonne foi, on va faire la paix tout de suite, c'est qu'il pensait qu'il allait négocier avec Poutine et que derrière, Zelensky s'il était raisonnable, sinon il fallait le changer par une élection, hein, Zelensky allait accepter la situation telle qu'elle. Mais c'est toute la question parce que le Russe le considère illégitime. Mais oui, Et ce que je ce vous qui dis. rend toutes les négociations Oui, impossibles. oui. Oh, mais attendez. Et Trump avait dit, mais si ça bloque, on changera Zelensky. Il l'avait dit aussi. Et à ce moment-là, la solution était réglée. Ce qui s'est passé, et là il faut dire les choses en face, ce qui s'est passé, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il y avait 3 pays européens, les Français, les Allemands et les Anglais, qui allaient se rebeller contre l'accord potentiel russo-américain en disant non, non, à Zelensky, il faut que tu continues et nous, on va t'aider. Et Zelensky, qui sait très bien que si ça s'arrête, c'est pas très bon pour lui, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je vais avec eux. Donc en définitive, ce sont les Européens qui ont poussé Zelensky à résister. Bon. Alors, moi, ce que je vois, moi, c'est que Trump, il constate ça, il dit bon, ben, hein, le temps qui se calme, moi je laisse faire, sachant que pendant ce temps-là, les Russes progressent peu à peu, parce qu'il n'y a pas de problème, ils progressent tous les jours, on n'en parle plus, mais ils avancent, hein, et qu'à un moment donné, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, Zelensky sera obligé de s'arrêter. Pour moi, c'est ça. Mais Et vous allez le voir avec l'OTAN, la réunion de l'OTAN, vous allez voir que l'OTAN sera beaucoup moins agressive. Rutte, le patron de l'OTAN, il va être beaucoup moins agressif que d'habitude. Parce que les États-Unis disent on calme le jeu. Ouais. alors, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, d'abord, on ne peut pas totalement traiter d'un revers de main un éventuel, pas forcément échange de bons procédés, mais enfin, même implicitement, une convergence d'intérêts, on va dire, tactique, entre Trump et Poutine, sur le thème, bon, tu vas faire ce que tu dois faire en Iran, et moi je vais faire ce que je dois faire en Ukraine. Hein, et chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, peu ou prou, mais ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine, effectivement, là, pour l'instant, elle est dans une espèce le focus s'est complètement déplacé vers le Moyen-Orient, mais c'est aussi, du point de vue américain, une bonne chose, parce qu'effectivement, il n'y a rien à gagner, puisque de toute façon, pour moi, c'est pas que les Européens simplement ont repris Zelensky en main et s'en sont servis. C'est que ces Européens ont repris Zelensky parce qu'ils sont aussi les représentants et les vassaux, enfin les exécutants d'un autre courant dans la politique, qui est finalement celui que portait l'ancien pouvoir, et qui est celui d'une poursuite de l'affrontement contre la Russie. Donc à partir du moment où Trump arrive au pouvoir et dit non, moi je vais discuter, il met Witkoff en place, il commence à avoir des échanges, à pouvoir commencer, parce qu'il y avait vraiment 2 plans. Il y a vraiment la ligne Witkoff qui était une ligne assez pragmatique. Et puis, il y a cette espèce de plan Kellogg qui est juste comment faire pour qu'il n'y ait jamais d'accord ou de discussion sérieuse. Nous avons le plan Kellogg. Voilà, ça c'est sûr. Parce que tous les éléments du plan Kellogg sont des fins de non-recevoir pour Moscou, considérant la réalité du rapport de force militaire. Donc, de la même manière d'ailleurs que sur l'Iran, quand on demande à l'Iran de ne plus avoir de programme balistique, de ne plus avoir de programme civil nucléaire, de ne plus... alors on fait quoi? C'est-à-dire vous vous laissez faire comme ça au pilori, et puis c'est ça qu'on appelle la négociation. Il y a un moment où, si vous voulez, les bases d'une négociation, c'est quand même très important. Si vous jouez de bonne foi à un jeu,
Vous pouvez pas commencer, même si chacun au départ a des exigences un peu maximalistes, etc., et qu'après on cherche à trouver le recouvrement possible et le cœur d'un compromis possible, il faut quand même être un peu sérieux. Donc sur l'Ukraine, typiquement, enfin pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait deux lignes et qu'à un moment donné, l'une l'a emporté sur l'autre. Voilà. Et c'est ça qui a fait que les Européens ont pu, alors avec tout un tas d'arguments, reprendre les choses en main, mais pour le compte, j'allais dire, des autres Américains. Et Trump, là-dedans, ben, il a vu que ça lui échappait, il a vu qu'il n'y arriverait pas, il a vu qu'il n'y aurait pas de coup d'État, il a vu qu'il n'y aurait pas de résultat, il a vu qu'il ne pourrait pas dire, regardez, vous avez vu ce que j'ai fait, hop, hop, c'est la fin de la guerre en Ukraine, on se désengage. Et il laisse faire, parce que qu'est-ce qu'il peut faire pour l'instant? Il se désengage, supposons, l'Europe reste dans son propre piège, en fait, comme vous dites, à l'Inde, donc il y a l'Angleterre, à la France et l'Allemagne. On imagine quand même qu'en 2022, Zelensky, lors des négociations, aurait pu garder la majeure partie de ses territoires. En ce moment, c'est impossible. Et comme vous dites, ça sera entre la Russie et l'Ukraine. Nina, je crois que tous, on l'a dit alors depuis longtemps, et Dieu sait si on s'est fait attaquer pour ça. Hein. En refusant les négociations tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, on ne fait que aggraver la situation pour les Ukrainiens, on leur fait perdre du terrain à chaque fois. Ils pouvaient avoir, s'ils avaient signé à l'époque, 2 mois après le début de la guerre, quand il y a eu la négociation en Antalya, ben, il y avait simplement des provinces autonomes. Quand ensuite, maintenant, c'est des provinces indépendantes, d'accord, russes, les 4 provinces, mais si ça continue, ils vont arriver au Dniepr, les Russes. Et ça sera la moitié du pays qui aura été perdu. Parce que nous, les Européens, c'est bien gentil. On est tous en train de voter, il paraît d'ailleurs, ils sont tous mis d'accord, les ministres, dimanche, sur 5%. Bon, vous voyez, regardez mon pays. Comment voulez-vous qu'on investisse 5% dans la défense dans la situation où nous sommes, alors qu'on risque d'être mis sous tutelle du FMI? Il faut arrêter. Bon, et les autres sont pas mieux que nous. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas capable de remplacer les Américains en Ukraine. Or, c'est clair, hein, Trump laisse tomber l'Ukraine, ça je suis tout à fait d'accord. Alors, évidemment, c'est très possible qu'il y ait effectivement une négociation en disant, écoute, moi je m'occupe plus de l'Ukraine, laisse-moi tranquille sur l'Iran, mais toi, par contre, bah, tu fais ce que tu veux sur l'Ukraine. C'est pas exclu, hein. Vous savez, les négociations internationales, c'est un autre niveau, hein. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, que quand ils ont été bombardés, les sites nucléaires, les Américains sont passés non pas sur les territoires européens, puisque là, vous savez, quand vous survolez un territoire, il faut le déclarer. Hein, si vous voyez le programme de vol, ils sont passés par la mer tout le temps jusqu'à l'arrivée pratiquement. Hein, et ils n'ont pas, à part les Anglais, ils n'ont prévenu personne en Europe. Hein. Ça pose quand même des questions. Ça montre bien qu'on est complètement en dehors du coup par rapport à ce qui est en train de se passer. Bon. Alors, dans ce cadre-là, bon, à partir du moment où effectivement l'Ukraine, on sait très bien qu'ils ont un problème d'effectifs, un problème de moyens, ils sont dans des situations difficiles. Alors ils vont continuer à faire des coups, alors comme disait mon ami Dénessé, hein, le pauvre qui vient de disparaître, et qui disait, c'est les Anglais qui les conseillent pour les coups de commando. C'est très possible d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est plus que probable. Hein. Bon, pour les coups de commando, il y aura encore des coups de commando en Russie, mais un coup de commando, même si vous allez attaquer un aéroport et détruire quelques avions, ça ne change pas le sort de la guerre. Donc tout ça, c'est du cinéma. Hein. La vérité, le fond, hein, c'est que, moi je constate, hein, tous les jours, les Russes progressent. Alors quand vous avez dans un pays dans lequel, en face, vous avez des gens qui progressent tout le temps, bah, il faut... Est-ce qu'on a une capacité de redresser la chose dans les mois qui viennent? La réponse est non. Donc la conclusion, c'est il est temps de négocier sérieusement. Mais comment ils vont sortir, je veux dire, Macron, par exemple, de cette communication soutien éternel pratiquement à l'Ukraine? Oui, parce on fait partie de la bande des trois. Donc, comme vous disiez, comme vous disiez Caroline, les trois en question ont repris les arguments des néoconservateurs américains qui étaient proches de M. Biden, c'est clair. Quand vous écoutez la position des trois Européens, je constate que les autres disent rien.
Moi, l'Italie, la meilleure chef d'État européenne actuellement, c'est Mélanie, et de loin, tout le monde commence à le dire dans tous les magazines français, même en France, on le reconnaît. Bon, est-ce que vous l'avez vu une fois se mêler de tout ça? Bien sûr que non. Elle le sait, elle a fait une analyse, elle n'est pas folle du tout. Elle n'est pas sous contrôle des non-conservateurs. Non, en revanche, elle est quand même très proche de Trump. Oui. Enfin, elle obéit, quoi. Elle, Ah oui, mais ça c'est clair. voilà. Non, mais ça, Elle a je pris suis la ligne pas. Trump, elle. Hein. Ah mais attendez, moi je suis pas Voilà, en train de dire que j'apprécie ce qu'elle fait. Hein. Ouais, C'est ouais. pas ça. Ce que je dis, c'est Ouais. actuellement, c'est la plus, Oui, c'est oui, la elle se meilleure. tait, elle est maline, elle est maline, elle pragmatique. joue, Voilà. voilà. Elle est la plus proche de Trump, donc à l'évidence, hein, elle suivra la ligne Trump. Ça c'est clair. Mais justement, le fait de ne pas la voir, quand on voit les trois autres dire il faut faire la guerre et tout, ça montre bien que c'est pas la position de Trump. Tout à fait. C'est clair. Mais de toute façon, l'Europe et les Européens, et les Français, et les Allemands, et les Britanniques, on a tous un problème très grave. Hein. C'est-à-dire qu'on s'imagine que l'idéologie tient lieu d'efficacité et d'action. Ça. Et donc, on s'enferre dans des postures purement dogmatiques, idéologiques, manichéennes, les bons, les mal. On a repris et on a développé tout le narratif, enfin tout le verbiage occidentalo-centré, impérialiste, colonial, etc. Et on s'imagine, et les Américains aussi de ce point de vue-là, on s'imagine toujours que c'est nous qui allons définir les règles internationales et que le réel va finir par se plier à notre volonté. Et que les autres, bon, ils ont quand même une voix au chapitre assez limitée. Hein, voilà. Donc, les un peu plus forts, on ne les respecte pas. Ni les Russes, ni les Chinois, ni rien du tout. Mais on se méfie un peu. Et puis les autres, alors là, c'est de la roupie de Sansonnet. Hein. Bon, donc en fait, on a ce problème parce que pendant ce temps, sur le terrain, quoi qu'on en dise, la Russie avance. Alors, il y a tout un narratif sur le thème, mais regardez, elle n'arrive à rien, ça fait 3 ans que ça dure, ils sont toujours là. Bon. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quels sont les objectifs territoriaux russes in fine. Donc, comme ça n'était pas, de prendre tout le pays au départ, ça va peut-être finir par le devenir. Je veux dire, au bout d'un moment, s'il ne se passe vraiment rien, bon, bah, effectivement, l'avance, c'est-à-dire, il y a des objectifs territoriaux qui commencent à devenir accessibles. Et de toute façon, puisqu'il n'y a pas de négociation, puisqu'il n'y a rien, et puisque tout le discours russe, c'est, bon, bah, on va montrer qu'on a gagné sur le terrain, en fait. On a la victoire concrète, entre guillemets, militaire, et ça on l'a, et donc on va la rendre de plus en plus évidente. Eh bien, ça va se poursuivre tant qu'effectivement on passe pas à une phase négociatoire intelligente, véritablement, mais sérieusement, c'est-à-dire sur la base du réel. On peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé depuis 3 ans et comme si l'Ukraine était en passe de gagner cet affrontement. Enfin, c'est délirant, c'est complètement ridicule. Donc, si on veut sauver quelque chose, si on prétend aider l'Ukraine, si on veut sauver ce qui reste de tous ces malheureux gamins ukrainiens qu'on envoie à la mort, bon, eh bien, il faut oser admettre, pas forcément publiquement, mais en tout cas dans nos analyses, l'échec de cette vision très idéologique du conflit qui a été battue en brèche par une réalité militaire, économique, stratégique, russe. Vous savez, je me suis posé la question, quand j'ai vu que Trump, il y avait l'opposition des Européens et tout, et que donc il n'arrivait plus à avancer avec Poutine, puisque les Européens bloquaient toute négociation, et qu'il sortirait, je me suis dit, dans le fond, comme lui sait que les Russes progressent, est-ce que dans le fond, il n'attend pas simplement que les Russes aient atteint Exactement. la limite des 4 provinces, Exactement. et puis à ce moment-là, pour dire, bon, bah, écoutez, ils y sont, maintenant on fait un cessez-le-feu sur la ligne de front. Exactement. Parce que c'est possible, hein, c'est très possible que dans l'esprit de Trump, ils disent, bon, avec ces Européens qui nous cassent les pieds, c'est pas la peine de discuter. On va laisser les autres arriver jusqu'à la ligne, et ils sont en train d'y arriver. Hein, c'est fait pour deux des provinces, ils y arrivent. À ce moment-là, on bloquera là. Avec le risque que s'il n'y a rien et tout se passe comme aujourd'hui, ben, les Russes continuent en disant objectif le Dniepr.
pour refaire l'Ukraine de 1940. Enfin, c'est plus exactement 1918, hein, quand on avait accroché la partie austro-hongroise à l'Ukraine russe. Donc, c'est pour ça que s'il faut être très prudent, et après tout, ça peut être parfaitement ça peut être leur jeu, hein. Bon, juste un point sur les, moi, je vais encore être plus dur que Caroline, moi, sur l'armée ukrainienne. C'est quand le pire pour moi, c'est que c'est pas les jeunes qui vont au combat, puisque l'armée ukrainienne, vous savez qu'on part au combat à 25 ans. On est appelé à 25 ans, ils ont réduit à 24 ans, mais enfin bon, hein. C'est les pères de famille, puisqu'ils ont prolongé la conscription pour obliger les gens à aller se battre jusqu'à 50 ans. Mais tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde y passe entre 25 et 50 ans, ils sont tous à la guerre. Vous vous rendez compte? Là, c'est pas seulement les jeunes qu'on tue, c'est les pères de famille, hein. Donc ça a des conséquences, on ne le dit pas assez, parce que ça va avoir des conséquences terribles pour l'avenir de l'Ukraine. Et c'est encore un sacré démenti par rapport à notre discours sur les valeurs, Oui. la démocratie, le développement des peuples, leur sécurité. Enfin, je veux dire, on fait exactement l'inverse. C'est sans issue. Qu'est-ce qu'on espère? C'est quoi le end state? C'est quoi l'objectif final recherché, entre guillemets, comme disaient les militaires? Oui, mais voilà, oui. Et après, on fait quoi? Avant de faire une belle conclusion, j'espère avec un peu d'espoir, un petit mot sur l'OTAN. Comment vous voyez le destin de l'OTAN? Vous dites que là, on va voir, il sera moins agressif, le secrétaire général. Vous vous souvenez, ça m'a rappelé le discours d'Emmanuel Macron en 2019, où il a dit qu'on attend la mort cérébrale de l'OTAN. Oui, c'était la mort de l'OTAN, oui. Est-ce qu'on va peut-être arriver à une autre mort de l'OTAN? Alors là, sur la mort de l'OTAN, moi je vous citerai, parce que citation pour citation, Monsieur Trump, sur notre président de la République, il y a quelques jours, disant qu'il n'avait jamais rien compris. Il se trompait toujours. Donc, comme ça, la réponse, vous l'avez sur l'OTAN. Mais tout en l'armant, si je suis objectif, je vous dirais qu'à l'époque, je pensais que l'OTAN, enfin, avant l'affaire de l'Ukraine, l'OTAN, effectivement, était en grave difficulté parce que personne ne s'était d'accord sur les objectifs sur le futur. Aujourd'hui, il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. La première, d'abord, c'est que, alors, à part quelques fanatiques, mais les pays qui sont dans l'OTAN en Europe n'ont aucune envie d'aller faire la guerre en Chine avec l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN, peu à peu, est redevenue, alors pour le moment, hein, parce que les pressions américaines peuvent faire évoluer les choses, mais pour le moment est revenu quand même un système de défense de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire contre les Russes. Trump dit, moi je ne veux pas continuer à faire la guerre contre les Russes, ou prenons être en mesure d'empêcher les Russes de nous faire la guerre. Moi, je vais m'occuper de la Chine. Donc, en ce qui concerne l'Europe, c'est aux Européens d'assurer la sécurité de l'Europe. Bon. Et l'OTAN est là pour ça, avec du matériel américain quand même, hein. Faut pas non plus, faut pas exagérer. Donc, je crois que l'OTAN, si vous voulez, elle est en train d'évoluer. Mais avec un certain nombre d'inconnus, parce que personnellement je doute beaucoup, la première étant cette histoire de dire on va investir 5% dans le militaire, dans l'OTAN, en définitive dans l'effort de défense, alors que ma conviction personnelle, moi, c'est que le jour où il n'y a plus de guerre contre la Russie, tout le monde va repartir sur ses vieilles habitudes en disant la défense c'est pas important, il vaut mieux investir sur l'économique. Donc ça veut dire que je ne crois pas, à long terme, je ne pense pas que l'OTAN puisse se maintenir avec son niveau actuel. Hein, voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, on ne répondra pas aux attentes des Américains. Hein. Mais d'un autre côté, les Américains ont besoin qu'on trouve une solution européenne parce que eux, ils ont besoin d'aller vers la Chine. Donc, on est là encore hein, dans une situation un peu bloquée, je dirais, sur le fond. Hein. Maintenant, ensuite, l'OTAN contre la Russie, parce que derrière il y a toujours cette histoire. Bon, je pense, si vous voulez, quand on regarde alors, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe, bon, je pense que l'OTAN actuelle, toute seule, l'OTAN actuelle européenne, aurait du mal par rapport à une agression russe, mais il faut aussi faire attention parce que la Russie a montré aussi qu'elle a des limites. On a vu dans l'affaire ukrainienne qu'elle a de grosses limites et qu'elle n'a pas la capacité de faire de la guerre sur un front beaucoup plus étendu avec tous les moyens de la guerre moderne. Donc,
Je pense que tout le monde, après l'affaire ukrainienne, tout le monde devient raisonnable. Si, mais moi je suis optimiste, vous savez que je suis toujours un Très bien. optimiste. Hein. Je pense qu'on deviendra raisonnable parce que d'un côté l'OTAN ne pourra pas assurer cette mission totalement, cette mission de remplacement des États-Unis face à la Russie. D'un autre côté, la Russie connaît maintenant bien ses limites militaires. À partir de ce moment-là, une fois de plus, hein, la diplomatie doit retrouver des droits qu'elle a perdus ces derniers temps. C'est la question clé du dialogue Exactement. franco-russe. Oui, bien sûr. Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Alain. Je pense que l'OTAN, c'est un peu le village Potemkin. Oui, c'est vrai. Hein, C'est vrai. c'est-à-dire, j'ose C'est dire, bien dit. c'est-à-dire, c'est une espèce de grosse machine qui avait des ambitions colossales, y compris d'extension de son domaine de la lutte, hein, jusqu'au bout de la planète, hein, et jusqu'à l'Asie, etc. Effectivement, il y a peut-être en ce moment un recentrage sur le front Atlantique Nord, mais la réalité, c'est qu'effectivement, les Européens ne risquent pas, même si les Américains leur proposent le deal, hein, le marché, en disant par exemple Secure pourrait pourrait être un Européen, le commandant des forces alliées en Europe de l'OTAN, qui était toujours un Américain, pourrait être maintenant un Européen, etc. Donc on fait mine de nous proposer finalement de prendre en main notre destin, hein, et de devenir plus qu'un pilier de l'Alliance, de devenir l'Alliance, puisque les Américains auraient mieux à faire ailleurs. Mais ça n'est pas viable, ça n'est pas jouable, ça n'est pas sérieux. Ça ne veut pas dire que l'OTAN ne va pas passer sa vie et les prochaines années à continuer ses manœuvres de harcèlement, ses manœuvres aux marges de la Russie partout. Mais ça, elle le fait partout. Elle le fait dans toutes les mers, elle le fait sur tous les fronts, elle le fait dans tous les pays. Ça s'accompagne d'opérations de déstabilisation politique. Enfin, c'est toujours la même chose. Mais moi, ça fait 30 ans que j'observe ça. Donc ça, c'est l'ordinaire de l'activité de l'OTAN, peut-être presque plus que militaire stricto sensu. Puisque finalement, oui, il y a eu un peu l'Afghanistan, il y a eu surtout le Kosovo, où là, en autosaisine, on a là aussi fait une opération purement illégale internationalement, parce qu'en fait, tout le monde a oublié qu'il y a un truc qui s'appelle le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il faut quand même être d'accord pour définir qu'il y a bien une menace sur la paix et la sécurité internationale pour pouvoir autoriser une opération internationale ou même d'un État vis-à-vis d'un autre. Tout ça, alors là, ça a complètement disparu du vocabulaire, des réflexes, et c'est là que, oui, la mort de la diplomatie. Et ça, c'est pas l'OTAN qui est en état de mort cérébrale, c'est la diplomatie. Voilà, donc là, on ne sait plus. On n'a plus les mots, on n'a plus les tournures d'esprit, on n'a plus l'intelligence de situation, on n'a plus la modération, on n'a plus la volonté de s'entendre, on n'a plus. Moi, je suis effrayée de ces abysses d'incompétence et d'ignorance, en fait. De tous les dirigeants, au moins européens, ça quand même. Bon, alors il y a peut-être quelques exceptions de temps en temps, parce qu'il y en a certains qui comprennent que leur intérêt national est de faire un petit pas de côté, etc. Enfin, grosso modo, il y a quand même une faillite de la diplomatie européenne et de la diplomatie même américaine, on peut le dire. Donc voilà, donc c'est ça le sujet, c'est qu'il faut restaurer tout ça, parce que c'est quand même extrêmement dangereux. Est-ce que finalement, dans toutes ces différentes configurations, puisque vous êtes optimiste, la dernière interview aussi, on a très bien terminé en disant que vous êtes optimiste, tout va bien se passer, mais peut-être ces tensions-là, finalement, et d'une manière paradoxale, vont faire rapprocher la Russie avec l'Europe ou pas? Ah mais là, c'est clair. Moi, Caroline aussi. Hein, je fais en sorte que... Moi, j'ai toujours été... Vous savez, moi, je suis gaullien. Eh oui. C'est un Gaullien comme vous préférez. Comme moi. Mais moi, moi, je me souviens de ce que disait le général de Gaulle, et je ne change pas d'idée par rapport à ce qu'il disait, parce que je pense qu'il avait, lui, une vraie vision stratégique. C'est que la France... Il n'y a pas que la France, nous avons tout intérêt à travailler avec la Russie. Et si les Américains ne veulent pas
que se crée un axe entre les Européens et les Russes, en particulier, hein, c'est parce que justement, ils savent très bien que si la Russie était associée à l'Europe, eh ben, on n'en serait pas là, parce qu'on serait la première puissance mondiale. On serait devant les États-Unis et devant la Chine. Et oui, et il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. L'intérêt, aussi bien d'ailleurs des Chinois que des Américains, c'est d'éviter que les Européens s'associent aux Russes. Parce que si les Russes amènent les énergies, mais il faut voir les choses, si vous voulez. Les Russes amènent les énergies, nous on peut amener nos capacités, et on en a, et les tout ensemble, ben, ça représente quelque chose d'impressionnant. Hein. Bon, or, et c'est pour ça que dans cette histoire, alors dans cette histoire, en définitive, je pense que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, Caroline, je partage tout à fait, c'est que l'idéologie a primé sur le raisonnement stratégique. Hein, c'est clair. Hein. Et là, je rajouterai aussi la parole sur l'action pour ce qui concerne les nôtres, parce qu'on parle beaucoup, ouais. on ne fait pas On grand-chose. fait rien. On fait rien. Hein. Mais c'est vrai, aujourd'hui, si nous avions une vraie vision stratégique, bah, il est évident qu'on devrait se poser un certain nombre de questions sérieuses. Et non seulement d'ailleurs sur les stratégies, mais aussi sur les règles à respecter pour ne pas risquer un retour de bâton des autres. Si je ne respecte pas le droit international, ne vous étonnez pas si les autres ne le respectent pas non plus contre moi. Et ils auront raison. Quand on a envahi le Kosovo sans autorisation, avec l'OTAN, hein, sans autorisation de l'ONU, ben, et qu'on a en plus créé un État en cassant les frontières, alors qu'il y a un accord général au niveau mondial, on ne touche pas aux frontières. Nous, l'OTAN, on l'a fait, l'Occidentaux, les Européens, les Américains, dans le cadre de l'OTAN, on l'a fait avec le Kosovo. Ben après, il ne faut pas s'étonner que d'autres fassent la guerre sans demander l'autorisation à l'ONU pour des motifs personnels. Il ne faut pas s'étonner que certains disent « mais moi je crée un État là et pourquoi ils ne pourraient pas le faire ?» On a donné le mauvais exemple. Hein, et bien, on est en plein dedans. On est en plein dedans pour l'Ukraine, on est en plein dedans maintenant pour l'Iran. Donc, à un moment, au-delà des idéologies, il faut se dire attention, si on ne respecte pas les règles du jeu au niveau international, eh bien, on court à la catastrophe parce que d'autres ne le respecteront pas contre nous. Parce que la jungle, c'est bien, mais la jungle, elle est grande, et puis la jungle, elle est profonde. Ouais. Voilà. Donc, ça bouge, ça change. Il y a des animaux de toutes sortes là-dedans. Voilà. Donc, pour finir sur cette image-là, effectivement, si on se dit, ah, bah, pour l'instant, la loi de la jungle nous avantage, donc suivons la loi de la jungle, eh bien, il y a un moment où, voilà, les choses se renversent, les équilibres changent, les espèces changent aussi. Voilà. Donc, enfin, c'est une image pour dire qu'il est extrêmement urgent. Et, enfin, je ne vois pas ce qu'il y aurait de plus souhaitable qu'un rétablissement des canaux de discussion, qu'une revalorisation de l'activité diplomatique, mais sérieuse. Et chez nous, ça passe par beaucoup de choses, hein, parce que dans nos pays et dans notre pays, qui était quand même un pays de grande diplomatie, on peut dire que là, il y a une chute en compétences, c'est une chute en niveau, si vous voulez, qui est quand même assez faramineuse et qu'il faut absolument restaurer. Parce que sinon, effectivement, ben, on en sera réduit au pur rapport de force, et je rappelle que le pur rapport de force ne nous est pas forcément très favorable. Donc voilà, si les très grands États peuvent s'imaginer pouvoir dominer tout, l'ensemble, chacun peut avoir ses rêves de puissance, de surpuissance, bon, il y a un certain nombre de puissances importantes, mais malgré tout moyennes, comme la nôtre, qui ont tout intérêt à redevenir des pays non pas d'idéologie et de dogmatisme, mais des pays de médiation, de diplomatie, d'équilibre, de non-alignement, enfin, bref, à favoriser à la fois la notion de souveraineté et donc de respect des États, hein, quels que soient les régimes, et de respect des États et de respect des peuples aussi. Enfin, ça va avec tout. Si on veut restaurer un peu de crédit en matière de valeurs et de principes, c'est la même chose. On peut pas juste se comporter comme des sauvages. C'est pas possible. Je crois qu'il faut le rappeler. Il y a un chiffre qui est fascinant quand même. Le G7 qui s'est réuni récemment ne représente plus aujourd'hui, hein,
que 39% ou 29%. Non, Non, moi c'est j'aurais 29, dit, hein. oui, moi Ouais, j'aurais c'est dit un 29. tiers, mais On reprend plus que 29% hein, du PIB mondial. Donc c'est même pas 33%, c'est même pas la minorité légale, enfin, rien. Et c'est pas la majorité, bien entendu. Bon. Donc déjà, nous on considère, on a tendance à penser avec ce chiffre-là qu'on est toujours les premiers dans le monde. Mais c'est complètement ridicule. Et quand vous pensez que dans le G7, les Américains représentent 51% du PIB du G7 à eux tout seuls. Ça veut dire que les autres pays européens en particulier, et les autres qui parlent, en définitive, ce sont les vassaux des États-Unis, puisque l'autre il a 51%, il dit je suis le chef, donc c'est comme ça. Donc on voit bien que tout a changé. On était il y a 20 ans en train de dire tous les grands pays se réunissent pour discuter, se mettre d'accord sur une politique mondiale et tout. Là, c'est plus du tout ça. Tout est bouleversé. Alors, ben, il faut le regarder, il faut l'admettre, il faut changer d'idéologie, il faut abandonner l'idéologie et surtout la conviction qu'on est meilleur que tout le monde. Nous sommes des puissances comme les autres, hein, et comme nous sommes des puissances comme les autres et rien de plus, le seul moyen de nous entendre, c'est la diplomatie et des règles appliquées par tous. oui, c'est sûr. C'est tout. Merci beaucoup à Caroline, merci Alain pour maintenir le dialogue franco-russe. Merci. Oui, bien sûr, toujours.